l'entretien trimestriel qui est maintenant inscrit dans nos habitudes et qu'on attend avec impatience. Donc, avec notre ami Joachim Bitterlich. Alors, on va parler de Madame Tillet. Donc, ayant été réélue lors des dernières élections législatives, députée de la 5e circonscription de l'Indre-et-Loire, chef-lieu, je fais une interro là, chef-lieu, vous avez raison, Tours. Madame Sabine Tillet. Ah bon, près de chez vous, c'est ça? Oui, d'accord. C'est grâce à votre talent de persuasion. Voilà. Donc, Madame Tillet a pu se libérer des débats houleux de l'Assemblée nationale pour nous rendre visite ce soir et nous l'en remercions. Née en Allemagne, de parents allemands, elle est devenue française après son mariage avec un Français. Elle a été présidente de la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale lors de son premier mandat. Elle est toujours membre de cette commission, mais en plus, elle est membre de la commission, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, de la commission de la Défense nationale et des Forces armées. Elle siège aussi au bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Je ne sais pas depuis combien de temps, madame? D'une certaine manière, je suis à l'origine de cette assemblée. Alors. C'est même une idée qui est née dans un entretien entre Wolfgang Schäuble et moi. On s'est unis tous les deux pour faire avancer des relations franco-allemandes qui ne vont pas toujours aussi bien, mais qui ne vont pas toujours aussi mal non plus. Il faut qu'on implique plus largement nos deux parlements. Et on a assuré un groupe de travail et de là est née en 2019 l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Très bien. Très bien, on en parlera certainement. Elle est en même temps chargée de cours. Elle n'est plus. C'est dommage parce que je voulais dire que vous étiez chargée de cours à l'université qui s'appelle à Tours François Rabelais, illustre Tourangeau. Un jour de grève, on pourrait même méditer sur l'une des réflexions de Gargantua, qui est « Tout vient à point, à qui sait attendre ?» Une des nombreuses réflexions de Gargantua. Alors, j'ai pensé avec Joachim qu'il serait intéressant que ce soit Madame Sabine Tillet qui l'interroge et échange avec lui sur l'actualité politique récente en Allemagne, riche, et ses répercussions sur la conduite des affaires en Europe. Donc, Madame la députée, je vous laisse la parole. Bon, cher Monsieur le Président, d'abord, bonjour à tous. Guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung. Vielleicht können wir das auf Deutsch machen, Joachim, was meinst du? Spricht hier jemand Deutsch? Qui parle allemand? Ja, parce que quelque part, on a tous les deux cette particularité d'être franco-allemand, d'avoir été bien reçu quand même en France. Et j'ai envie de dire, en ce qui me concerne, mais toi aussi, nous sommes deux produits d'appellation d'origine contrôlée. C'est un tout petit peu notre particularité. Et parfois, c'est aussi
malgré tout une difficulté à l'Assemblée nationale parce que c'est quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde, particulièrement quand on a discuté en 2018 de la révision constitutionnelle. Il y a eu un amendement de Marine Le Pen voulant interdire à tout binational de pouvoir devenir membre du gouvernement. Et malheureusement, les Républicains à l'époque avaient un peu renchéri aussi. Il y a eu un amendement de je ne sais plus quel collègue qui voulait aussi que le même dispositif s'applique à des parlementaires. Donc je me sentais bien sûr un peu visée, et sans parler de la germanophobie de M. Mélenchon et sa bataille contre l'ordolibéralisme allemand. Donc ce n'est pas toujours quelque chose de confortable, mais c'est aussi très riche, parce que quand on vit dans un autre état que son état d'origine, on est obligé d'enlever des œillères, on est obligé de mettre de temps en temps les lunettes des autres aussi, ou plutôt, et de se dire les choses ne sont pas forcément telles que nous les avons appris, telles que nous avons été éduqués, mais le monde il est vaste, et si on veut avancer ensemble, on doit tenir compte de tout ça, de nos histoires, de nos cultures et de l'interculturalité. C'est quelque chose, je crois, qu'on a vécu tous les deux et qu'on sous-estime très très souvent, parce qu'on se croit toujours extrêmement proche entre français et allemand. On est proche, mais on a beaucoup de priorités très différentes. On a une éducation différente. Ce qu'on apprend au niveau comportemental, même un enfant allemand à l'école, ce n'est pas du tout la même chose ce qu'apprend Même un parlementaire français n'est pas du tout comme un parlementaire allemand. Voilà. Ce sont deux mondes différents, et avec toutes ces difficultés d'expliquer à un Français, prenez au sérieux ce Parlement à Berlin, parce que, ouf, ils ont le dernier mot. Ils ont le dernier mot surtout, même en matière de défense. Hein, ce sont eux qui votent tout projet, qui votent toute décision, et même un chancelier doit se référer, en règle générale, au Parlement. Ce n'est pas seulement le budget, mais ça va aussi dans le détail, ce que j'appelle de la vie quotidienne de nos pays. Hein? Justement, l'intérêt de cette assemblée parlementaire franco-allemande est né de cette réflexion sur l'interculturalité, du fait qu'on ne se connaît pas. D'un côté, il y a un État central, de l'autre côté, il y a une fédération, des sections décisionnelles complètement différents, un parlement très fort, ça veut dire l'Allemagne a une Parlamentsarmee, comme tu dis, une armée du Parlement, ça veut dire l'exécutif ne peut pas prendre la décision d'une intervention. Nous, en France, l'exécutif peut décider d'intervenir et le Parlement doit donner son accord comme 4 mois après. Si il souhaite une prolongation. Donc c'est deux, enfin, peut-être Joachim, toi qui as vécu tout cette, beaucoup plus que moi j'ai vécu dans ma vie privée, je veux dire, cette évolution des relations franco-allemandes et aussi cette évolution de l'Union européenne, parce que moi quand je suis arrivée en France, j'étais privée de tous mes droits civiques. On ne peut même plus l'imaginer aujourd'hui. En 1983, l'Allemagne a considéré que les expatriés n'étaient plus concernés par la politique allemande, je ne sais pas pourquoi, et en France, je n'avais pas le droit de vote ni rien, puisque je n'étais pas française. Donc d'un seul coup, on tombe dans un vide, et grâce à la citoyenneté européenne, j'ai retrouvé petit à petit, je dirais, ma vie de citoyenne avant d'acquérir aussi. De plus, Sabine, depuis la fin des années 60, il y avait une règle en Europe, par une idée du Conseil de l'Europe, pas encore des communautés européennes ou de l'Union, c'était l'évitement de la double nationalité, qui a été considéré à l'époque comme un mal absolu. Or, je dirais, ce n'est pas un problème entre Français et Allemands, il y avait une autre nation, grande nation, qui a été visée à l'époque, c'était la Turquie. Parce que nous avons vécu pendant longtemps le problème en Allemagne des citoyens turcs qui avaient, à un certain moment, se sont dit, bien, on est intégrés, on veut devenir allemand, ils devaient perdre leur nationalité turque. Or, ce qu'on n'avait pas compris, nous, que le turc passait au Einwohnermeldeamt pour rechercher sa nationalité, il devait remettre
une autorisation turque de laisser tomber sa nationalité, mais sur le chemin de retour après les Allemands, une fois obtenu le passeport allemand, il passait chez les Turcs de nouveau pour obtenir de nouveau son passeport. Et vous savez pourquoi ? La raison profonde était le droit d'héritage turc, qui est absolument discriminatoire à cet égard. Il perdait tous les droits d'héritage à ce moment-là où il perdait la nationalité turque. Du coup, on a maintenu cette règle pendant des années, hein, et je pense que la citoyenneté européenne, ça s'est amadoué et amélioré le long des années de nouveau. Hein, mais ce n'était pas facile. Mais Je ne voulais pas perdre ma nationalité allemande parce que je me sens vraiment vivre en France allemande quelque part avec les deux cultures. Sabine, je me suis marié 3 mois avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle règle d'évitement. Et ma femme avait dit à l'époque, moi je suis française, je reste française, évidemment je veux devenir allemande aussi, je suis pour suivre mon mari, mais sous une seule condition, je ne veux pas perdre ma nationalité française. Terminé. Elle a eu la chance à l'époque. Du coup, nos enfants sont binationaux, avec toutes les conséquences néfastes administratives qui existent toujours jusqu'aujourd'hui dans ce contexte. C'est terrible. Par contre, pour mes enfants, il n'y avait pas de problème. Oui. Ça, c'était assez curieux. Il y a que mes enfants ont eu la nationalité aussi dès le début. Mais moi, en fait, je suis française que depuis 2015. En fait, ça fait pas très très longtemps. Parce que pour les 40 ans du jubilé des traités d'Élysée, l'Allemagne a commencé à s'ouvrir, en tout cas par rapport à la France. Mais il a fallu demander un certificat de maintien de nationalité avec un test de langue à la clé, etc. J'avais pas envie de cette tracasserie administrative. Pour le 50e jubilé, tout ça s'est tombé, donc j'ai demandé la nationalité française, ce qui était un parcours de combattant quand même aussi. Hein. Après 30 ans en France avec 3 enfants et tout, il fallait quand même prouver que le mariage n'était pas un mariage blanc. Oui, oui. C'était assez Oui. incroyable. Avec mon mari, on a passé 2 heures à la préfecture avec des questions pas possibles et inimaginables. Ben écoute, Et Sabine, bien vérifier que vous habitez vraiment, que vous avez un domicile Sabine, commun, on ne peut même pas l'imaginer, mais c'est comme ça. Sabine, qu'est-ce que tu veux ? À l'époque, pour que ma femme puisse devenir allemande, j'ai dû prouver ma nationalité allemande. C'est-à-dire en allant en arrière jusqu'aux grands-parents. Mais ça, les Français l'ont fait aussi avec mon mari. Hein. Il devrait aussi prouver tout d'abord qu'il était bien français. Donc on n'y est pas encore. Enfin, on a plein d'anecdotes comme ça. À la limite, je pense que toi et moi, mais en même temps, on peut dire on a avancé. On a avancé. Toi, qui a travaillé avec Helmut Kohl, tu le vois encore plus que moi au niveau politique. Mais on a avancé. Je dis toujours, moi, ma circonscription, c'est une circonscription très rurale ici. Et ça me donne quand même l'espoir. J'ai pu être députée française avec un accent allemand quand même, et avec une priorité européenne, je dirais, même lors des élections en 2017, même lors des dernières élections, j'ai toujours défendu cet échelon européen, mais par contre d'une manière plutôt pragmatique, pas d'un point de vue idéologique. Et les gens m'ont à nouveau fait confiance. Ma mère, qui a presque 94 ans, qui vit encore en Allemagne, près de Cologne, elle a eu très peur. En 2017, elle m'a dit non, mais tu ne peux pas dire que tu es allemande. Je dis maman aussi. Enfin, je veux dire, je vis en France-Allemagne. Je ne vais pas aller devant les électeurs en disant que je suis que française. Maintenant, par contre, je ne suis plus tout à fait allemande non plus. Il y a un moment, les deux. Oui, et du coup, Sabine, je dis, tu as une chance de lancer avec Wolfgang Schäuble l'idée de cette assemblée parlementaire franco-allemande. Pour moi, c'est le progrès réel et c'est mon espoir pour le futur. Pour une raison toute simple, je vois ça assez souvent lorsque j'explique. Je suis maintenant c'est le 5e ministre de la Défense français, à qui j'explique de manière assez simple, je vous donne un bon conseil pour que les Allemands vous comprennent, enfin, en matière de défense,
allez tous les 6 mois à Berlin, devant la commission de défense, faites un briefing sur votre perception de sécurité européenne et internationale devant les députés. Après 2 ans, ils vont comprendre lentement nos petites différences, ils vont comprendre certaines nécessités. Mais je suis au 5e. Et aucun, en réalité, l'a fait jusqu'à présent. Et tu sais pourquoi ? 2 m'ont dit ouvertement, Joachim, excellente idée, très bien, je devrais le faire. Après 8 jours, appel, disent, ton idée n'était pas aussi bonne que ça. L'Assemblée nationale va demander la même chose. Et ça, c'est pas son rôle. C'est ça la petite différence entre Français et Allemands. Or, je suis convaincu qu'une telle coopération, qu'une telle interpellation aussi des 2 côtés par une assemblée commune qui a des origines très différentes, qui a des idées, au fond, sur le parlementarisme aussi différentes. C'est une bonne chose pour consolider davantage cette coopération franco-allemande, qui se trouve pour moi aujourd'hui dans un état assez, je dirais, précaire. Et je cite toujours actuellement 2 voix. L'une vient de Paris, qui dit « Avec les Allemands, c'est difficile, de toute façon, ils veulent toujours avoir raison, ils veulent avoir notre peau. » Bien, voix ministérielle, membre du Conseil des ministres, d'après ce que j'ai compris. Et côté Berlin, même dialogue avec les députés, soit de la commission de défense, soit avec la commission des affaires européennes. Ah oui, tu sais, avec les Français, c'est pas si facile que ça. Ils veulent toujours tirer le tapis vers eux. Ils n'admettent pas que les Allemands soient les leaders dans un domaine ou dans un autre. Et ça, c'est l'ambiance qui empoisonne, pour moi, un petit peu cette relation. C'est pour ça qu'il faut apprendre à travailler ensemble. C'est toujours même, si on veut savoir si on est des amis, il faut partir avec des amis en vacances. Quelque part, quand on revient, on est encore amis, mais c'est le travail concret où on voit les différences. Mais d'une certaine manière, les 2 ont raison. Et là où l'Union européenne, on a toujours un peu de mal, je dis très souvent, on n'a jamais pris la vraie décision entre nous. Est-ce qu'on est une communauté de destin ou est-ce qu'on est aussi encore concurrents quelque part? Et aujourd'hui, on est d'un point de vue économique, enfin on est les 2, on est concurrents et on va travailler ensemble. Et en même temps, nos conceptions de l'État est très différente. En France, c'est l'État qui doit tout faire, quelque part, alors que c'est notre gros problème. L'État est responsable de tout, alors qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus de responsabilités individuelles aussi qui est demandée. Mais les 2, à la limite, on ne peut pas dire c'est bien ou c'est moins bien, c'est différent. Et suivant une situation, j'ai envie de dire la flexibilité de l'exécutif en cas de crise au niveau de la défense peut être une bonne chose aussi. Je veux dire, et le contrôle parlementaire de l'autre est évidemment aussi très très important. Et il faut qu'on trouve la complémentarité entre les 2. Et ça, c'est aussi un peu le travail de l'Assemblée parlementaire. Là où ça devient évidemment compliqué, quand il y a aussi, M. Maya Lantruc, l'ancien, je donne toujours cet exemple parce qu'il m'avait frappé, l'ancien ambassadeur d'Allemagne en France. Aujourd'hui, représentant permanent de l'Union européenne dans une ville difficile, à Ankara. Il avait été notre hôte ici. Quand on dit industrie de la défense, qu'est-ce qu'on entend en allemand, qu'est-ce qu'on entend en français? Quel mot on entend en allemand? Industrie de la défense. Bon, les 2 ont l'impression qu'on parle de la même chose. On dit, voilà, on veut faire promouvoir nos industries de la défense. Qu'est-ce qu'on entend en français? Qu'est-ce qu'on entend en allemand? Un allemand entend le mot industrie, retombée économique. Un français entend le mot défense de nos intérêts. Pas du tout la même chose, ça va ensemble, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même priorité. Et c'est là que je reviens encore à dire l'interculturalité
Chacun défend son beefsteak. Hein. Oui, bien sûr. Mais Et les députés allemands, contrairement à nous, c'est les vrais lobbyistes de la circonscription et les entreprises qui s'y trouvent. C'est les problèmes qu'on a dans le capacitaire, dans nos projets communs, comme le système aérien de combat de futur et comme le char du futur. Où on a commis néanmoins, je dirais, une série de bêtises qui mettent pour moi en danger ces deux projets. Par exemple, en matière industrielle, moi j'ai appris une chose, il faut que j'ai un leader dans une affaire. Un chef de file et d'autres contribuent. Mais y aller à 50-50, c'est presque impossible. Sauf si je procède à une fusion des entreprises. Simplement, on avait décidé en amont entre les entreprises que la gouvernance serait du côté français sur l'aérien, et serait du côté allemand d'un point de vue du char. Mais là, c'est quand même nos amis allemands qui sont venus aussi à dire oui, mais attention, les brevets, telle et telle entreprise, par exemple le Rheinmetall, n'a pas été impliquée. C'est pour le canon. Voilà, donc, et c'est là, encore une fois, quand on ne connaît pas vraiment le fonctionnement, on a eu la surprise que l'année dernière, que la commission du budget du Bundestag a stoppé les fonds pour le démonstrateur. Et ça a été des grandes négociations, et du côté français, un grand détournement, comment c'est possible, nos gouvernements ont signé un contrat, et les simples parlementaires stoppent le projet. Vous voyez, et c'est à ça qu'il faut qu'on travaille, à cette compréhension mutuelle. Mais peut-être toi, du passé, tu as d'autres exemples. Ou est-ce qu'avant, les exécutifs avaient des deux côtés plus de force? Non, je vais plus loin. Il y a eu une deuxième bêtise. C'est d'y intégrer pour l'aérien les Espagnols à un tiers. Tout d'un coup, Dassault a dit, mais tout d'un coup, je me trouve face à deux Airbus. Airbus Allemagne, Airbus Espagne. Et ils ont 2 tiers et moi j'ai 1 tiers. Comment voulez-vous que je fasse, moi, la conception pour ce futur avion? Au lieu de dire dès le départ, l'avion leader, j'ai dit à 2 tiers, ce sera Dassault, et sur les drones qui doivent tourner autour, ce sera 2 tiers, ce sera Airbus. Terminé ce débat. Mais ensuite, évidemment, il y a des problèmes de brevets, etc. Mais il fallait prendre... Si je peux t'interrompre, là, du côté français, ça a été assez mal pris. C'est les Allemands qui ont fait venir les Espagnols. Et que, quand on voit tous les projets aussi dans la coopération structurée permanente, ou les projets qui sont dans le Fonds européen de la défense, la France souvent dit l'Allemagne a toujours envie qu'un maximum de partenaires, un maximum de projets sur la table, ce qui amène à un certain saupoudrage et affaiblit parfois un peu la position franco-allemande. Oui, mais il n'y avait pas quelqu'un que j'appelle réaliste aux manettes, à Paris et à Berlin, pour dire à ces chers négociateurs, stop, on peut concevoir un futur avion ou un futur blindé uniquement si j'ai un vrai leader d'un côté et d'autres qui contribuent. Et lorsque je prends des partenaires dans le même bateau, je ne peux pas leur donner le même poids que... Alors, ce qui est drôle, personne n'a remarqué ça pendant la négociation. Tout d'un coup, les Espagnols sont arrivés, on dit très bien, 1 tiers, combien on doit payer. Mais sauf l'Espagne n'a pas l'industrie pour. Hein. Et je vais plus loin, dans le blindé, il y a eu ce que j'appelle ce réveil tardif côté Rheinmetall qui fabrique le canon pour les léopards allemands. Hein. Ils ont dit, et nous aussi, hein, on veut être de la partie. Or, la France avait fait un coup de génie en 2015, créant KNDS à l'époque. Société commune entre Nexter, français, et KMW, Krauss-Maffei-Wegmann, Munich. D'où l'idée, nous contrôlons ensemble comme ça toute production de blindés en Europe. Or, magnifique société, siège d'ailleurs aux Pays-Bas, pour
pour des raisons fiscales, ok, je ferme les yeux. Et depuis 2015, cette société commune n'a rien produit. Moi, j'attendais à ce que cette société démontre sa capacité pour présenter un nouveau produit, un futur produit aux deux armées, qui sera issu d'origine franco-allemande. Résultat zéro. Et tout d'un coup, il se trouve, parce que le troisième a dit « Coucou, je suis là aussi hein », et résultat, on tourne au rang et on n'arrive pas à avancer. Moi, je trouve que c'est terrible, parce qu'au fond, nous avons besoin d'une industrie commune, européenne, et lorsque je vois qui sont les producteurs d'armement en Europe, ce sont surtout 6, 6 sur les 27, du moins, ils ont un certain intérêt de créer un minimum d'industrie européenne, parce que nous avons des armements trop divers en Europe. Et on a quelques mauvais exemples dans le passé, comme la A400M, qui a eu une conception trop différente, trop diversifiante. Résultat, chacun a eu du mal à cet égard. Peut-être c'est une période, ce que j'appelle d'apprentissage, mais c'est un peu tard. Il est surtout temps de procéder, ce que j'appelle à des résultats, pour démontrer que nous sommes en mesure de. Mais là, c'est aussi la volonté politique, après. Oui. Ne soyons pas trop négatifs quand même, Non. parce qu'il y a des choses, je crois que là, on a un peu de mal, et un peu difficile à dire grâce à Trump et quand même à Poutine. Et en plus, on est devant nos faiblesses, mais aussi devant la nécessité d'avancer sur certains sujets. et vous avez une chance d'avoir M. Scholz à Berlin aujourd'hui. Et on Qui est, tient. je crois que pendant longtemps, on était trop auto-centré aussi dans Oui. l'Union européenne. Et pour cause, on a fait, après la Deuxième Guerre mondiale, on a fait la paix entre nous. C'était un long chemin, tu y as participé. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Ça veut dire aujourd'hui, c'est toute l'Europe qui doit se positionner par rapport à l'extérieur. Et quand Ursula von der Leyen, elle a dit, on doit devenir plus géopolitique, mais c'est une réalité. Mais jusqu'à présent, On ne peut pas faire autrement. Et la question qui doit se poser aujourd'hui au niveau européen, elle est pragmatique plutôt. Quelle politique voulons-nous mener ensemble? Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? pour que l'Europe, Faire tout seul? survive. Oui, pour construire. Et qu'est-ce qui peut éventuellement revenir aussi dans le giron national et après, qu'on regarde, par exemple, est-ce qu'on a des outils, des institutions pour le faire? Parce que je crois que ça, c'était la grosse erreur en 2005. Quand on a parlé de la Constitution européenne, on a beaucoup, à mon avis, c'est mon avis personnel, parlé de réforme institutionnelle et pas de ce qu'on souhaite faire ensemble et de voir après. On n'a pas assez parlé sur le fond. On n'a pas cherché assez un véritable accord sur le fond, sur ce que j'appelle, ce qui est essentiel pour, d'un côté, assurer la survie à terme de notre industrie européenne, de notre modèle industriel européen, d'assurer notre sécurité intérieure commune en Europe, transfrontalière et aux frontières. 3, regarder quelles sont les véritables priorités d'une politique étrangère commune européenne et de défense commune en complément à l'OTAN. On a oublié un petit peu nos petites différences et on a avancé sans traiter pendant une certaine période ce que j'appelle le fond. Alors ça se venge actuellement dans un contexte où le monde regarde vers les États-Unis et la Chine, les deux, et tout d'un coup il y a un autre qui était au niveau égal avant, pendant la guerre froide, où le Russe se manifeste en disant « je suis là et je veux être pris au sérieux par les uns et les autres », en utilisant nos faiblesses pour faire l'invasion en Ukraine. Ça, c'est un exemple. Et on voyait venir ça. Et malheureusement, les Européens, pendant trop longtemps, pour moi, n'ont pas eu un réflexe stratégique, géopolitique,
pour défendre cette nouvelle entité européenne. Il n'y avait pas eu de réflexion, quels sont les sujets essentiels pour nous et quels sont les sujets qu'on peut redonner à l'échelle nationale où l'Europe n'a pas besoin de s'occuper. On n'a pas eu ça. Ça, c'était aussi un des sujets de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je ne sais pas si vous y avez participé. Et contrairement à ce qu'on croit souvent, le traité de Lisbonne est quand même très attaqué, particulièrement par les eurosceptiques qui disent que c'est une trahison par rapport à la Constitution, par la porte arrière. Vous avez réintroduit des dispositions, mais ce qu'on ne voit pas, en fait, le traité de Lisbonne a quand même, d'une certaine manière, renforcé le côté plutôt intergouvernemental sur des sujets quand même assez importants. Parce qu'à l'origine, dans les traités de Rome, on ne parlait pas de compétences, compétences partagées, compétences exclusives et tout. Et ça fait peur à certains qui ont quand même souhaité à ce qu'on encadre l'action de l'Union européenne, qui, in fine, a débouché quand même sur le traité de Lisbonne, qui a quelques avancées. Je ne sais pas ce que tu en penses. Enfin, moi, je trouve que sur certains volets, on n'est pas dans particulièrement la défense et la sécurité, on reste sur l'intergouvernemental. Là, les affaires étrangères, on a 27 politiques étrangères en réalité. On n'a pas encore une politique étrangère. On va y arriver, on va être obligé, mais on ne l'a pas. Je le dis franchement, je reste toujours un adepte à cet égard d'Helmut Kohl, qui m'a toujours dit, je suis d'accord, je souhaite l'intégration davantage, mais si au premier coup, pendant une première période, on n'arrive pas à avoir une véritable intégration suivant notre modèle classique, j'accepte aussi l'intergouvernemental, du moins pour une certaine période, et après X années, on peut toujours vérifier si on ne peut pas surmonter cette période intergouvernementale. Et il m'a toujours dit, sois clair et sache, le tout dernier domaine qui sera intégré à l'échelle européenne, ce sera la politique étrangère et celle de la défense. Tout le dernier chapitre. Kohl a essayé un autre chapitre, c'est l'intérieur et justice, police, immigration, asile, protection des frontières. Et jusqu'à maintenant, je dis ça franchement, on a atteint 30% de ce que nous avions proposé en 1991. Ça fait quand même 30 ans. Vu les réticences, vu les réserves des uns et des autres. Lorsque j'ai proposé à la France, en 1990, de faire des patrouilles communes le long des frontières, dans les 50 km, j'ai eu un non clair, côté français. C'est inimaginable qu'un policier allemand puisse opérer sur le sol français. Entre-temps, on a fait le progrès, oui. On l'a fait, entre-temps. C'est normal aussi, on fait 2 pas en avant, on fait 1 pas en arrière, parce que ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on n'a jamais essayé dans l'histoire de l'humanité. On va être créatif à tout point de vue. Point de vue humain, point de vue juridique, point de vue. On n'a pas de référence. Donc c'est logique qu'il y a des moments où ça. Mais malheureusement, on ne parle pas assez des succès qu'on atteint par ces détours, par ces premiers détours qui doivent mener un jour ce que j'appelle à l'intégration européenne entière. Et c'est pour ça que je reste un petit peu un fan de cette possibilité de la coopération structurée entre États membres pour montrer l'exemple pendant un certain temps, de le risquer, montrer l'exemple pendant un certain temps et inviter les autres à nous joindre à la fin. Et
Oui, oui, parce que je ne vois pas ce que j'appelle la voie idéale. Nos conceptions allemandes, françaises ou d'autres sur la voie idéale sont encore trop différentes. C'est pour ça que j'ai besoin non seulement de compromis, mais je dois de temps en temps prendre quelques détours pour réussir. Dans certains domaines, ça m'étonne. Et je prends souvent l'exemple, et c'est un membre de la Fed américaine qui m'a mis là-dessus, c'est un ami de longue date, il m'a dit, écoute, je n'arrive pas à comprendre. Vous avez eu un coup de génie d'européaniser le Deutschmark à un certain moment, très bien joué, mais où restent les institutions européennes fédérales qui doivent entourer cette Banque centrale européenne pour bien fonctionner à la fin. Or, lorsque vous voyez depuis combien d'années on travaille, par exemple, sur l'union bancaire européenne, depuis combien de temps on travaille sur l'union des marchés des capitaux, et nos amis américains, voire britanniques, ils ont un petit sourire à cet égard, que les Européens ont envie de rester faibles, au lieu de renforcer aussi leurs institutions dans le bon sens. Et hélas, notre espoir avait été, Sabine, en 91, que ces mesures, entre guillemets, secondaires, viendront automatiquement une fois l'euro lancé. Or, lorsque je vois, on est maintenant en 2022, on n'a toujours pas atteint ce qu'on a voulu, ce qu'on a ressenti nécessaire. Il fallait quelques ajustements, oui, vu les difficultés des uns et des autres, je suis d'accord, c'est normal aussi, mais l'objectif vraiment final est de mettre l'Europe à une place comparable, à un niveau comparable, je dirais, des États-Unis, on n'a toujours pas atteint. Mais on est quand même sur la voie. On est sur la voie, oui. Je refuse d'être aussi pessimiste. Non, je suis pas pessimiste, mais je trouve... Pas devant rien, parce que moi je dis à ce que fait Poutine, là, il nous attaque quand même aussi notre manière de vivre. On a quand même réussi une chose après la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même vivre dans un espace de droit. C'est une réalité et qui fonctionne suivant les États membres, certes plus ou moins bien, mais ce corpus-là, il existe. Parce qu'on a toujours voulu, et c'est pour ça aussi qu'on avance parfois si lentement, que le pouvoir ne puisse plus jamais prendre le pas sur le droit. Et ça, c'est quand même une des grandes réussites de l'Union européenne. Et je suis d'accord. Je me permets de mettre en avant. Sauf... On s'appuie sur les traités, c'est là que, évidemment, on est maintenant un petit peu démunis par rapport à quelqu'un comme Poutine qui ne respecte rien de tout. Mais en même temps, c'est une sacrée force, une force aussi intérieure qui nous permet d'aller plus loin. Ce qui devrait nous permettre à résoudre certains conflits intérieurs, que nous avons certaines interprétations différentes sur l'état de droit à l'échelle européenne. Mais j'ai envie de dire aussi, ce qui manque un peu dans la construction européenne, c'est l'implication des parlementaires nationaux. Ça, Je suis entièrement d'accord. Après mon premier mandat, et en commençant le deuxième, mais en étant un petit peu, j'ai envie de dire, en tant que président de la Commission des affaires européennes, je me sentais parfois un peu comme Don Quichotte, parce que premièrement, personne ne sait qu'il y a des commissions des affaires européennes dans les différents parlements. Il n'y a que Luxembourg, Chypre et Malte où les affaires européennes sont portées par les affaires étrangères. Personne ne sait qu'on se réunit au minimum 4 fois par an dans l'État membre qui a la présidence, enfin deux fois en format président, 2 fois en format délégation. Aucune presse parle de nous et qu'on a même des prérogatives de contrôle. En revanche, pas les mêmes, ce qui pose un problème démocratique parfois aussi. Je dis toujours, Que faire pour remédier à ça? Moi, j'ai une idée. les parlementaires nationaux, c'est le chaînon manquant, parce que nous sommes chaque semaine dans nos circonscriptions, nous sommes devant les locaux, et nous devons lier la politique nationale, je le répète tout le temps, certains peuvent peut-être plus l'entendre, mes collaborateurs, mais on ne lie pas l'échelon local, le national et l'européen, et dans les deux sens, parce qu'in fine, toute politique, quelle qu'elle soit, elle est locale, elle doit arriver chez nous, chez les gens. Mais alors, ce lien-là,
Sabine. Et nous, les députés, ceux qui ne sont pas dans la commission des affaires européennes, on n'est que 48, on le fait. On n'a même pas à l'Assemblée, pardon, le Hakim, et c'était mon combat aussi, on n'a même pas des débats avant les grands conseils européens pour savoir ce que notre gouvernement défend. Ça sera À minima, on l'a à Berlin maintenant. On l'a à Berlin avant chaque Conseil européen. Mais Sabine, que faire pour remédier à ça? Moi, j'ai 2 idées en tête depuis des années. Je me suis heurté au Parlement européen à d'autres. Soit je crée une 2e chambre composée par les parlements nationaux qui, dans certains domaines, doit dire oui, au lieu d'une ratification compliquée. C'était ça mon idée. Ou bien, je change la loi, je change la règle de 79, je compose le Parlement européen de manière différente. J'y intègre des parlementaires nationaux, en partie. Oui. Ça, c'était mon alternative. Et on m'a dit non sur les deux. Parce que pourquoi une 2e chambre? Non, la 2e chambre, c'est le Conseil des ministres. Et je dis oui. Dans un monde idéal, oui. Mais dans un monde réel où j'ai oublié vraiment d'intégrer les parlements nationaux dans l'édifice européen, je dois tout faire pour l'intégrer. Et pour moi, c'est une tâche primordiale. Oui, mais on a quand même des possibilités, déjà entre nous, d'avoir des minimums de contrôle. Quand je vois, par exemple, moi, quand je disais à des ministres qui n'étaient pas forcément le ministre de tutelle, de venir en audition à la commission, je devrais faire, s'il vous plaît, vous voulez bien venir, tel et tel. Et souvent, on me disait oui, et après, c'était repoussé. Mon homologue allemand, il dit à un ministre, vous venez tel jour, à telle heure, impensable que le ministre vient pas, vous voyez. Donc ça, je veux dire, on doit déjà se concerter un peu sur les moyens de contrôle entre nous, et ça, on pourrait ensemble quand même s'imposer, et les parlementaires nationaux pourraient aussi travailler beaucoup plus étroitement avec les parlementaires européens. C'est complémentaire, c'est pas en parallèle. On a essayé de le faire, mais on doit le faire beaucoup plus. Mais Joachim, tu ne crois pas qu'on devrait laisser la parole un peu à la salle? Peut-être ils ont des questions plaisir. aussi. Grand plaisir. Qu'est-ce que tu en penses? Grand plaisir. Mais je veux dire, vous avez peut-être des questions à nous poser, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu trop bavard et peut-être on saute un peu trop de coq à l'âne, mais on a trop de choses. Moi, j'ai une question, c'est qu'il faudra qu'on revienne un petit peu sur l'actualité. Je crois que, par exemple, ça nous intéresserait de savoir ce que vous pensez de l'initiative de la CICE. Est-ce que justement elle va dans le sens de ce que tu disais, Joachim? Est-ce que ça va dans le bon sens? La commission, le CPE, pardon. Politique européenne, la communauté politique européenne, voilà, qui est, voilà. Je n'ai rien contre l'idée d'essayer de trouver une base commune avec toute l'Europe, surtout en particulier les États qui n'ont pas voulu, pour leurs raisons, joindre l'Union européenne. La Norvège, la Suisse, voire même la Turquie, grand débat, mais je les intégrerai là. Mais pourquoi pas avoir une base commune sur des sujets où je n'ai pas une compétence exclusive européenne. C'est pour ça avoir une possibilité d'échange entre nous au sommet, c'est une bonne chose. Surtout où en même temps, l'OSCE ne fonctionne en réalité plus. C'est pour ça que je trouve que c'est une utilité à cet égard. Sauf, il ne faut pas essayer de l'instaurer avec des grandes conventions, etc. Ça doit rester une instance informelle où les États européens peuvent se coordonner. Là, ça va au-delà des États européens. Moi, ce que je trouve
positif, c'est quand même une plateforme de discussion entre 44 États, donc des États, comme notre politique de voisinage, elle n'a pas fonctionné comme elle aurait dû fonctionner. Exemple, donc, les Balkans. Les Balkans qui sont en attente quand même de statut de candidat. La France s'est quand même mis un petit peu en dehors du processus par rapport aux autres 26 États membres. Ça nous a beaucoup été reproché, particulièrement par les Allemands, mais aussi par les Autrichiens, etc. Là, par contre, où la France n'avait pas tout à fait tort, c'était de dire le processus d'adhésion doit aussi être regardé d'un point de vue qualitatif. On ne peut pas simplement... et politique et moins technocratique. Oui, dire les chapitres sont... je veux dire d'un point de vue juridique réalisé, il faut dire aussi est-ce qu'il y a une vraie indépendance de la justice, qu'en est-il de la corruption, mais vraiment une évaluation aussi qualitative. Mais là, on dévie un peu de cette communauté politique européenne. Pour l'instant, c'est un objet politique non défini. On ne sait pas trop comment ça va s'articuler avec le Conseil de l'Europe et avec l'Union européenne. Mais en attendant, ça nous permet, par rapport à la guerre en Ukraine, d'avoir quand même une plateforme pour trouver des initiatives communes de réaction et par rapport aussi à des pays qui sont quand même en première ligne, comme la Moldavie, la Géorgie et autres. Hein. Mais il est surprenant, par exemple, qu'elle n'ait pas réagi beaucoup plus énergiquement contre le bombardement par les Russes des centrales électriques ukrainiennes. Parce que ça, c'était, à mon avis, la responsabilité de cette nouvelle entité de réagir violemment, puisque tout le monde était à peu près d'accord sur le fait que c'était un pas d'agression supplémentaire. C'est arrivé trop rapidement après la constitution d'une telle enceinte. Simple. Comment réagir sous ces conditions données? Déjà entre nous, Européens, réagir rapidement, aujourd'hui ça marche plus ou moins bien, mais ça marche, face à la guerre en Ukraine, mais à y intégrer encore une dizaine, quinzaine d'autres, c'est assez compliqué. Enfin, l'Union européenne, elle a quand même réagi. On a quand même maintenant aussi 9 paquets de sanctions. Mais c'est toujours aussi là compliqué, la décision politique de mesurer les sacrifices, parce que c'est ça aussi. Hein. On peut réclamer des sanctions, on peut réclamer une réaction forte, mais il ne faut pas croire que ça ne va pas nous faire mal. Et ça commence déjà à nous faire mal. Et jusqu'où nous-mêmes, nous sommes prêts à aller. Hein. C'est là la difficulté politique aussi. Et ce qu'on mesure... Ça nous fait mal, pas tous de la même manière. Pas tous de la même manière, c'est vrai. Dès le départ, avec le problème de l'énergie, la réaction de certains pays, de la Pologne qui est en première ligne aussi, les réactions étaient très hétérogènes. Bah, évidemment, notre dépendance est aussi hétérogène. Et le plus gros problème devant lequel nous nous trouvons là, c'est quand même le problème de l'énergie. Et je ne vous cache pas que c'est assez angoissant, parce que ce n'est pas une question de plusieurs mois. On peut avoir une rapide désindustrialisation dans 3-4 mois, parce que des entreprises qui ferment, elles ne rouvrent pas aussitôt. Et il faut absolument qu'on réagisse au niveau tarifaire de l'électricité, parce que c'est des entreprises qui voient grimper quand même leurs factures de ce côté-là. Et là, c'est l'échelon européen, quand même, encore une fois, qui est en premier lieu demandé, et aussi sur notre mix énergétique. Hein, comment on se présente par rapport à ça. Et on a participé tous les deux à une table ronde sur l'énergie. Et on a beau parler de l'autonomie stratégique ou de souveraineté, on était assez choqués. La réalité, c'est qu'on ne peut que choisir nos dépendances.
certaine manière, dans l'Union européenne. Il faut le voir en réalité, c'est Et ça. en plus, il faut avoir en tête le court terme, le long terme. Oui, Parce c'est ça. qu'ayez simplement une chose Mais en tête, construire une nouvelle centrale thermique vous met minimum 4 à 5 ans. Si tout va bien. Si tout va bien. Hein. Sinon, regardez l'état actuel du nucléaire, même en France. Je ne vois pas que la France sera en mesure de commencer à construire rapidement de nouvelles centrales nucléaires. Parce que la France a perdu une partie de son industrie. La France avait avant 2 types de réacteurs dans son portefeuille. On a arrêté un des 2, l'ex-américain, sans peine, et on a l'EPR simplement, et l'EPR pour moi est un prototype jusqu'à présent. Ce n'est pas ici en Europe, les Chinois sont plus loin, et ce qui est marrant, j'étais il y a 3 semaines à Bonn, aussi dans un débat sur l'énergie, il y avait un petit Coréen à table qui nous disait avec un grand sourire, écoutez, si vous voulez avoir un réacteur classique, pas de problème, on vous le construit en Europe, rapidement. On le fait dans le Golfe, on le fait ailleurs, et on le fait en temps record, et on le fait à 60% de votre coût européen. Moi, j'étais vexé. Qu'un coréen me dise ça comme ça. De l'autre côté, pour une coopération internationale, l'idée n'est pas mauvaise. Mais et côté allemand, regardez les difficultés des Allemands maintenant. Ce qui nous manque pour moi, c'est déjà ce que j'appelle la base. C'est que l'un dise à l'autre, ok, j'accepte ton choix. Et je tolère ton choix aussi dans ma politique concrète. Or, parlez avec les maires allemands sur le nucléaire français, vous avez un petit mur devant vous, ils ont fait maintenant leur compromis historique, prolongation de 3 mois, de 3 mois et demi. Ceci dit, les Verts, ils ont quand même bougé, particulièrement aussi par rapport à la défense. Oui. Et même M. Habeck, il a quand même fait aussi quelques... Oui, ils ont fait des pas. Ils ont fait des pas parce que la crise nous force quand même à faire des pas. Je me permets toujours d'être un peu plus positif que toi, parce qu'on est obligé de réagir et on est obligé de... Et on voit bien que la France livre du gaz à l'Allemagne et l'Allemagne est censée renvoyer de l'électricité. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est ce côté concurrence qui fait qu'on a perdu énormément de temps. Je vous donne d'autres exemples. Il y a un collègue de Sabine à l'Assemblée qui est un spécialiste pour tout ce qui est réseau électrique, Frédéric Petit. Et on a une idée depuis un certain temps en tête, c'est créer un véritable réseau, un grid européen, par lesquels on peut échanger dans la seconde l'énergie entre nous. On peut déjà échanger, mais par contre, ça met des heures. C'est pas avoir des jours. C'est pas une réactivité où on peut dire tiens là il manque et dans l'heure qui suit. Et cet échange pourrait nous aider à économiser jusqu'à 10% des quantités utilisées, si ça marche. Et or, j'ai posé la question à Berlin, à la secrétaire d'État du ministère de l'économie. Elle m'a dit ouf, ça, un dialogue avec nos distributeurs régionaux, c'est extrêmement compliqué, c'est difficile chez nous. Je pose la même question à Paris. Même résultat, ouf, vous voulez quoi? Exproprier Enedis? Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce qui se passe? Je dis non, pas du tout. Je voudrais que vous exécutez un mandat véritablement européen d'échange d'énergie entre nous, à la seconde, pour aider l'un et l'autre. Et en même temps, on regarde actuellement le court terme, hiver 2022-23, 23-24, mais pas plus loin. Et il faudrait avoir beaucoup plus ce que j'appelle le moyen, le long terme en tête déjà. Et je prends l'exemple de nos amis polonais, qui sont un peu difficiles lorsqu'on parle des franco-allemands. Nous sommes des oligarques pour eux. Bien. Eux, ils utilisent surtout le charbon. Or, il faut aider les Polonais à sortir progressivement du charbon. Il y a le fonds de transition énergétique quand qui a été mis en place. On a ça, mais ils ont besoin de temps. Parce que pour construire la première centrale nucléaire, ça mettra minimum 5 ans, sinon plus.
changer le réseau à cet égard, ça mettra une dizaine d'années. On peut l'accélérer avec l'aide des fonds européens, entièrement d'accord, mais il faut, au départ, accepter ce que j'appelle le choix de l'autre. Il faut connaître l'autre, il faut accepter son choix. Et pour moi, qui a travaillé depuis 1993 sur cette question d'une communauté en matière énergie en Europe, j'avoue, je suis un petit peu déçu. Et j'espère de tout cœur que cette crise aidera à accélérer tous ces travaux. Arrête. Il faut surtout une roadmap qui soit réaliste. D'accord. Le problème, c'est que on a laissé les politiques s'engager. Je pense à Mme Merkel, mais je pense aussi à d'autres leaders français. On les a laissés s'engager sur des voies qui sont en fait impraticables ou impossibles. Et donc des choix ont été rejetés presque par idéologie, alors qu'on aurait dû être réaliste. Oui. Bien. D'autres questions? Madame. Vous êtes très proche de ma conviction. Ma réponse personnelle est oui. Mais pourquoi? Pourquoi attends, je dirais, comment on dit schlafen en français? Sleepwalking en anglais. Somnambule pendant trop longtemps pour moi. Hein. Et je ne veux pas jeter la faute à l'un ou à l'autre. Nous étions très proches d'un accord avec les Russes à la fin des années 90, lorsque l'objectif avait été à l'époque stabiliser la Russie comme grand voisin. 2003, nous étions au bord de signature d'un accord de coopération, première période Poutine. Hein. Prodi ne l'a pas fait. J'ai toujours en tête la question de deux chefs d'État et le gouvernement européen qui m'ont demandé mais pourquoi, est-ce que tu sais pourquoi Prodi n'a pas signé? Pourquoi il n'a pas poussé jusqu'au bout? Il y avait certaines questions encore ouvertes, oui, mais c'était faisable. La question d'un des chefs de gouvernement a été mais qui l'a appelé? Prodi, parce que Prodi n'était pas le plus courageux. Pourquoi 2003? Ensuite, nous avons eu la Géorgie. Ce n'était pas un wake-up, un réveil pour les Européens non plus. La guerre en Tchétchénie. Là, des amis russes m'ont reproché pendant des années notre attitude en me disant est-ce que c'était pas clair pour vous la menace que posait cet extrémisme religieux pour la substance, pour le maintien de la Russie? Vous n'avez pas compris ça? On avait trois craintes, nous les Russes. Une, la Chine, de l'Est, du Sud par l'extrémisme religieux, l'Iran, et le troisième, d'être encerclé par l'Ouest. Et c'est pour ça qu'on voulait avoir cette zone autour de nous de protection. C'est une paranoïa, oui, mais on n'a pas fait attention. Ensuite, je pense on a fait... on peut rediscuter longuement sur notre attitude face à l'Ukraine. Moi, à l'époque, on suivait une autre politique. Je ferme la parenthèse. C'est un long débat. Et
Et il y avait encore un moment, je dirais 2011, 12, 13, où on pouvait arriver à un accord avec les Russes pour les calmer, pour les, en même temps, arrimer d'une certaine mesure à l'Europe. Mais il fallait en même temps développer certaines structures communes de sécurité en Europe. À l'époque, on pensait que c'est l'OSCE qui pourrait le faire. Moi, je n'ai jamais été optimiste à cet égard. Je voulais autre chose. Un Conseil de sécurité européen avec les Russes. C'était ça l'idée. Et on n'a pas réussi. Et pour moi, c'était plutôt clair depuis 2015 que les Russes allaient un jour attaquer. C'était clair. Et les Européens ont regardé, comme le petit lapin regarde le serpent, hein, ce qui va se passer de l'autre côté. Je regrette. On aurait dû et pu. Bah, c'était assez compliqué, effectivement. Bon, la Pologne, déjà, juste pour dire, au niveau parlementaire, on avait avec mon homologue allemand, Gunther Kirchbaum, réveillé aussi le triangle de Weimar, justement, en disant absolument, aussi au niveau parlementaire, on a ces échanges. On a fait la même chose aussi avec les Italiens, qui sont très susceptibles aussi de ce côté-là. On avait mis en place ce qu'on appelle le triangle de Montecitorio, donc pour avoir là aussi des échanges entre parlementaires. Mais effectivement, quand cette idée est née de l'Assemblée parlementaire, j'ai eu beaucoup de demandes d'ambassadeurs d'autres États membres d'expliquer les objectifs, d'expliquer le comment et le pourquoi. Et il y avait effectivement des craintes. Est-ce que vous ne voulez pas créer un club exclusif qui évince les autres pour avancer tout seul? Non, on a réussi quand même à les rassurer en disant non, l'objectif quand même, et c'est noté dans l'accord parlementaire, c'est de quand même aussi de promouvoir l'intégration européenne, d'essayer d'insuffler, d'impulser au niveau franco-allemand ce qui ne peut pas encore se faire au niveau européen. Donc, c'est un champ expérimental parlementaire. Hein. Ça n'existe nulle part ailleurs comme ça. Donc, il y a des balbutiements là aussi. Mais l'objectif, c'est vraiment mais des choses très concrètes. Par exemple, un serpent de mer, c'est une société simplifiée européenne. On n'a jamais réussi de le faire. Il y a beaucoup d'associations de juristes comme Henri Capitan qui poussent ce genre de choses. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas faire ça en franco-allemand, par exemple, ou après, il y a aussi un autre volet, c'est le volet transfrontalier, parce qu'il y a, je sais pas, il doit y avoir 120 millions d'Européens qui vivent dans les zones transfrontalières. Souvent, il y a des barrières, vraiment dans le quotidien, qui sont mises sur le dos de l'Union européenne, mais qui en fait sont de l'ordre de bilatéral. Quand vous, je sais pas, en Alsace, vous faites un AVC, mais vous pouvez pas aller dans le Baden-Württemberg pour vous faire soigner, alors que l'hôpital, c'est l'hôpital le plus proche. Ou vous voulez vous faire livrer des fleurs d'un magasin le plus proche, qui de l'autre côté de la frontière. Ou le plombier français qui souhaite travailler de l'autre côté de la frontière, il rencontre de difficultés. Ou vous vous heurtez à la directive sur le travail détaché, par exemple. Enfin, je veux dire, enfin, des exemples comme ça, il y en a des multiples. Et ça aussi, c'est un volet de l'Assemblée parlementaire franco-allemand et aussi du comité transfrontalier qui a été créé suite au traité d'Aix-la-Chapelle pour enlever les irritants du quotidien. Parce qu'il faut parfois commencer par là aussi. Sabine, y compris la fermeture de nos frontières en 2020 dans le cadre du Covid. Ouais. Là, l'Assemblée parlementaire a vraiment monté au créneau pour dire stop. Je pense qu'il n'y avait pas un bon nombre de députés de part et d'autre, aussi du côté des autres frontières. Je pense que nos ministres de l'Intérieur voulaient maintenir la fermeture assez longtemps. Et ça m'emmène aussi à un autre aspect de cette Assemblée. Nous voulons contrôler que les 15 projets concrets nommés dans le traité d'Aix-la-Chapelle soient véritablement
réalisé. Et ça, c'est pas si simple que ça. Déjà, pour avoir des informations, on va voir la semaine prochaine, normalement, il va y avoir un conseil de ministres franco-allemands, parce que ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu. Donc, est-ce qu'il y a des sujets là qui avancent ou pas? Donc, c'est cette mission de contrôle aussi. Gros sujet qu'on a aussi en franco-allemand, c'est l'enseignement des langues. C'est vraiment catastrophique. Ça baisse en France, ça baisse en Allemagne, et on ne peut pas tout faire avec l'anglais. Un Français et un Allemand qui choisissent un mot anglais ne mettent pas forcément la même signification dedans. Donc il vaudrait quand même mieux de maintenir notre langue. Et d'ailleurs, on s'efforce à l'Assemblée parlementaire franco-allemande. On a négocié notre accord en français et en allemand. On a vraiment refusé l'anglais. Alors que les ministères, ils ont négocié le traité d'Aix-la-Chapelle en anglais, faut le savoir. On essaye justement aussi, tout ce qu'on fait, c'est dans les deux langues et pas en anglais. Je voudrais revenir sur l'industrie de défense que vous avez évoquée il y a un petit moment. Il y avait une situation, je ne sais pas si elle était très équilibrée ou pas équilibrée, mais qui était ce qu'elle était, avec un pouvoir respectif en France et en Allemagne. Le chancelier Scholz a annoncé quelque chose qui doit être comme un tremblement de terre. En Allemagne, oui. 100 milliards d'euros. Oui, 100 milliards d'euros. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la position relative de la France et de l'Allemagne compte tenu de cette décision, enfin, cette annonce pour votre décision? Connaissant un petit peu l'origine de cette décision, je l'ai félicité. Il était temps que quelqu'un prenne le parti de l'armée allemande, qui se trouvait de plus en plus, je dirais poliment, dans un état lamentable. 48 heures max pour se défendre, et il fallait avancer. Et lui, Scholz avait convoqué le chef d'état-major et lui a demandé qu'est-ce que vous avez besoin pour que l'armée allemande dispose de nouveau des moyens que vous jugez nécessaires. Et c'est lui qui a lancé le chiffre 100 milliards. Qui suscite des craintes françaises. Qui suscite des craintes françaises, parce que nous nous demandons où va aller cet argent. Parce que dans les projets capacitaires communs européens, franco-allemands européens, ou dans les achats chez les Américains, parce qu'une réalité aujourd'hui, nous sommes dépendants à 90% en capacitaire des Américains, et qui ne nous permettent parfois même pas de procéder à des contrôles dans des outils qu'on leur achète parce qu'il y a des brevets et qu'on ne peut pas ouvrir telle et telle boîte. Enfin bref, c'est quand même assez compliqué. Ça aussi, c'était un douloureux réveil européen. Mais en même temps, on est aussi dans une situation de crise, et il faut aussi l'interopérabilité de tous nos systèmes. Et pour l'instant, l'interopérabilité, elle est plutôt du côté euro-américain, et c'est pour ça que l'Allemagne a acheté des F-35, ce qui a été, entre autres, peut-être aussi, non, tu ne crois pas? La véritable raison, ce qu'ils ont dit. La véritable raison a été on a eu un chef de l'armée de l'air allemande qui a toujours dit: je veux la F-35, je veux la Mercedes, et je veux pas de Volkswagen européenne. Je veux l'avion dernier cri. Il a dû démissionner sous l'ancienne ministre de la Défense, sous Annegret Kramp-Karrenbauer. Il a été, je dirais, viré pratiquement. Or, cet avion sert à remplir la composante nucléaire de l'armée de l'air allemande. Or, j'ai besoin d'un avion pour mettre des bombes ou des missiles américaines nucléaires. J'ai besoin d'un avion qui est homologué par les Américains. Je peux pas utiliser une Rafale. Mais le dernier avion allemand qui avait été homologué a été le Tornado. En réalité, qui l'avait homologué? Les Britanniques. Or, la question a été posée par les Allemands aux Britanniques: est-ce que vous êtes disposés à faire ce travail d'homologation avec les Américains pour l'Eurofighter?
Refus britannique, on développe notre projet. Terminé. On fait ce qu'on veut. D'où les Allemands n'avaient pratiquement pas d'autre choix que d'acheter américain. Or, Kramp-Karrenbauer, pour rompre un petit peu cette résistance de l'armée de l'air allemande, avait dit on achète le F-18. Jusqu'à ce qu'on sera remplacé d'ici 40 ans par un autre avion. Alors, la nouvelle ministre a cédé finalement au souhait je veux ma Mercedes ou ma Rolls, je veux l'avoir. Hein, et ils l'ont fait. Mais il n'y avait pas d'autre choix que d'acheter américain. Pour l'hélicoptère lourd, c'est l'autre grand projet. C'est ce que je voulais dire en fait. Pareil, l'hélico lourd, il n'y a pas d'hélico lourd en Europe qui remplit les mêmes missions que les deux types d'hélicoptères américains. Je regrette, on n'a pas développé. Moi, j'aimerais bien voir le développement de produits européens capables d'être interopérables à l'échelle européenne. Or, ce qu'on essaye de faire, hein, mais le problème c'est que la défense c'est à long terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui on met en place le temps de faire le démonstrateur, le temps de développer, le temps de former du personnel et tout ça, malheureusement, et là il y a cette crise. Et malheureusement c'est vrai que quand même, on se permet, je pense, 180 systèmes de combat différents, on a 13 modèles de chars, on a je ne sais pas combien de modèles d'avions et tout, mais cette prise de conscience-là, elle s'est faite quand même maintenant. Hein. Et tout ça, c'est pas interopérable. Et on n'a même pas des renseignements, un renseignement commun, quoi. Hein. Ça aussi, c'est un problème. Mais ce qu'on a quand même maintenant, on a la boussole stratégique, et ça, c'est une vraie avancée, un genre de livre blanc européen qui, première fois qu'on identifie les menaces ensemble, première fois qu'on a fait un état des lieux du capacitaire et qu'on essaye de trouver des réponses communes. Mais ça, c'est encore... Et regardez, pour la première fois, les Allemands disent ouvertement oui à un état-major européen. Pour la première fois. Mais la défense reste un sujet très compliqué parce que là, l'Assemblée parlementaire franco-allemande s'est reconstituée. Là, on a notre plénière le 7 novembre et je reviens de Berlin hier. On a eu une réunion du bureau pour savoir quel groupe de travail on veut lancer. Et moi, j'ai demandé un groupe de travail sur la base industrielle et technologique de la défense. Défense allemande. Ils n'ont pas pu dire non comme ça, mais extrêmement frileux, et c'est la SPD qui est très, 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 très frileuse. Oui, alors que je demandais juste qu'on fasse un état des lieux, qu'on voit comment on peut mettre nos industriels ensemble, quels sont les sujets sur lesquels on peut avancer de ce côté-là. Dans la mesure du possible, parce que... Je n'ai pas lâché, mais c'est très compliqué, ça reste un sujet extrêmement sensible. Sachez simplement, il y a ce mot, le nouveau mot allemand, Zeitenwende, changement d'époque, mais pour moi, ce n'est pas encore durable. Je regrette. Ça, mais ça va venir, on ne va pas lâcher. Mais il faut et toi, tu vas pas pousser, lâcher. il faut pousser. Il faut pousser. Je comprends bien pour les hélicoptères, il n'y en a pas. En revanche, il y a bien un avion de combat français, le Rafale, qui est complètement passé dans les relations franco-allemandes. On aurait pu supposer... Parce que, cher ami, ça fait un petit bail. Il y avait l'idée commune de faire un Eurofighter avec y intégrant les Français. Qui a bloqué? Bien sûr. Qui n'a pas voulu? C'est la France, ou bien Dassault. Et je ne vais jamais oublier, 25 ans. J'avais prévu, élaborer, négocier avec l'Élysée à l'époque une liste d'une vingtaine de différents produits qu'on voulait faire des achats réciproques, français, allemands. Mon chancelier me regardait un petit peu de travers au départ, mais il a dit « Ok, on s'engage ». On va voir le ministre de la Défense, il dit oui, il a dit oui à la fin. Et jusqu'au jour où j'ai reçu un coup de fil de Paris qui me dit « Écoute, ça va pas. Notre, je dirais, fournisseur breveté en matière d'avion ne veut pas voir ça. Terminé.
On voulait à l'époque retarder Rafale de 2 ans, arrêter tout le processus Eurofighter pour y intégrer, je dirais à l'époque Dassault, qui avait un poids encore plus grand qu'aujourd'hui en réalité. On voulait y intégrer Dassault, on voulait y intégrer Airbus et d'autres. Regardez, aujourd'hui, l'Italie est totalement mariée avec les Américains, avec les F-35. D'autres, c'est pareil. On a échoué la Belgique, on a échoué les Pays-Bas, on a échoué la Finlande, un après l'autre. Hein. Moi, je ne suis pas contre du tout le Rafale, je suis en faveur. Hein. Si notre programme avait marché à l'époque, l'armée allemande aurait eu 2 escadrons de Mirage 2000 pour un temps intérimaire. Et la France aurait eu un escadron de Tornado ECR pour la reconnaissance, parce que c'était la faiblesse française à l'époque. On aurait équipé la première division française avec des léopards. Parce que le côté français m'a dit, le Leclerc, on ne veut plus le développer plus loin, ça n'a pas de futur, on achète léopards. De l'autre côté, on voulait acheter de l'artillerie française, etc. On a fait toute une liste à l'époque pour cimenter un achat réciproque, comme avant curseur d'une industrie commune. Je vais à nouveau être un peu plus positif que Joachim, parce que c'est vrai que parce que la crise quand même nous montre aussi, malheureusement, heureusement, l'OTAN existe. Et cette structure est nécessaire. Elle s'est quand même ressaisie récemment aussi au sommet de Madrid. Donc il y a eu, là aussi, je crois qu'il y a 1 milliard d'euros, non, plusieurs, non, pour la recherche, pour l'innovation, qui va profiter aussi à tout le monde. Et en attendant, on a quand même la possibilité de développer chez nous du capacitaire complémentaire, et en essayant de dépasser justement nos problèmes de concurrence, parce qu'on revient toujours à la même chose. Après, il y a de l'économie, il y a des emplois, il y a des régions complètes qui sont parfois dépendantes de l'industrie de la défense. Donc, on ne peut pas faire abstraction de ça. Donc, c'est toujours de voir où est-ce qu'on met le curseur pour dire où est-ce que ça fait le moins mal quelque part. Hein. Mais on n'est pas sans rien. Il faut passer, pour moi, par des décisions concrètes. Oui. Par exemple, en Allemagne, c'était la sensation lorsque la marine allemande a décidé d'acheter aux Pays-Bas, d'acheter ce multiple purpose ship. On ne va pas le construire en Allemagne, on va l'acheter aux Pays-Bas, parce qu'ils sont plus adaptés à cet égard et l'offre était meilleure. Oui. Ça, projet européen. C'est la première fois quand même aussi que le budget européen là va financer des achats communs avec 500 millions d'euros. C'est franchement une goutte d'eau, mais enfin ça existe. C'est un premier pas. Au minimum 3 États membres qui doivent se concerter pour un achat commun. 8 milliards d'euros quand même du Fonds européen de la défense. Il y a beaucoup qui disent. J'avoue, je rêve d'un ce qu'on appelle en français moderne un roadmap, comme tu dis, en matière de défense et d'armement. Je rêve de ça. Parce que nous avons une belle base franco-allemande, d'ailleurs, qui n'est pas aimée par toute la gauche allemande, pour laquelle, d'ailleurs, Scholz a un problème de fond devant lui. Ces majorités au sein du Bundestag, chez les écolos comme chez les sociodémocrates, sont à gauche, nettement à gauche. Par exemple, il y a un excellent accord franco-allemand sur l'exportation d'armement. Ceci, les Grünen, ils ont fait des progrès quand même. Oui, maintenant, oui. Maintenant, parce mais qu'en jusqu'à 2017, maintenant, si on prenait le mot défense dans la bouche devant eux, c'était le frémissement total. Oui, exactement. Et ça, c'est moins le oui, cas. Mais il faut, un Scholz doit, de manière permanente, se rassurer de ses troupes. Hein. J'ai une question. On revient aux 100 milliards là, de promesses qui ont été faites. Est-ce qu'on sait maintenant quelles seront les retombées sur les autres pays européens de cet justement, investissement ce qu'on massif? souhaiterait de savoir, entre autres, avec ce groupe de travail, et je pense que c'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop. Mais l'armée allemande ne sait pas elle-même. Je connais les calculs à peu près, je sais de quoi il s'agit. Je donne simplement un chiffre
30 milliards. Vous savez pourquoi c'est? Pour la munition. La munition. L'Allemagne a de la munition pour 48 heures. Faut pas le dire trop, oui, fort. On va le raconter trop. On a fait trop d'économies à cet égard. Hein, et la première chose que l'inspecteur général de l'armée a demandé, j'ai besoin de la munition qui tient minimum pour une semaine. Et des hélicoptères qui volent. Et oui, et ça aussi. Hein. Une fois que le rattrapage sera fait, est-ce qu'on peut imaginer qu'une partie de ces dépenses débouche sur des sous-traitances, peut-être, ou des accords de partenariat avec d'autres pays européens, dont la France, bien sûr? Eric, si l'Allemagne adopte le système du procurement, de l'achat à la française, parce qu'une des plus grandes faiblesses de l'armée allemande, pour le moment, c'est leur système d'achat. Et pour moi, il y a une solution, fermer l'autorité et construire une nouvelle. Et sur la copie de la DGA. Il y a une autre solution, c'est d'appeler McKinsey. C'est là? On a souffert, McKinsey. Ah oui, McKinsey, ouais. Bon, je suis désolée. Moi, voilà, ça va commencer à... C'est... Une question sur la future DGA allemande, parce que ce qui bloque pour une DGA allemande, c'est la question de la relation entre le Bundesregierung et le Bundestag, au-dessus de la future DGA. C'est pas ça ce qui bloque. Il y a un autoblocage du système. D'ailleurs, si vous faites, j'ai fait ça devant 2 ministres français, de leur expliquer la structure du budget militaire allemand. Ni l'un ni l'autre est au courant. L'investissement est beaucoup plus bas en Allemagne qu'en France. Et les frais administratifs, les dépenses administratives sont nettement plus hautes en Allemagne qu'ici. Ah, si on se parle des pires pour une fois. J'ai une question qui est politiquement pas correcte, j'avoue. Le mouvement européen, France, cherche un président. Moi, je préférais voir une présidente. Ils en ont une, hein, en candidate. C'est vrai? Oui. Mais je vois une idéale à côté de moi. Elle s'appelle Sandrine, l'autre collègue. Non, je ne dois pas faire là, mais elle était quand même secrétaire générale des affaires européennes auprès de Matignon. Et c'est quelqu'un très compétent. Elle a fait quand même toutes les négociations depuis 5 ans en liaison avec notre représentation permanente à Bruxelles. Et, oui, Sandrine Gaudin. Et j'ai eu avec mon homologue du Sénat, on a eu tous les 3 mois un briefing vraiment sur toutes les négociations, sur toutes les... et je trouvais vraiment très bien. Hein, j'avoue que, sans vouloir faire de la publicité, mais elle est... c'est quelqu'un qui a été vraiment dans les rouages... comment dire, interne du fonctionnement de la négociation, voilà. Après, pour le mouvement, évidemment, il faut aussi peut-être autres compétences, la communication, chercher des fonds, parce que c'est les finances quand même qui sont souvent très importantes. Mobiliser des jeunes, parce que ça, c'est, je crois que dans toutes les... voilà, animer le réseau, ça, après, c'est encore autre chose. Mais je veux dire, sur les questions de fond, oui, c'est une femme très compétente. Voilà. Mais merci, Joachim, pour c'est très gentil. C'est sympa.